je peux parler de l'anglais à deux étapes. D'abord sa genèse, rapidement, ensuite sa situation contemporaine. Euh, il est à l'origine une langue germanique, il est toujours une langue germanique, évidemment, malgré la très grande importance des emprunts néo-latins, romans. Et cette langue est celle de tribus germaniques qui occupaient des territoires qui sont actuellement le sud du Danemark, les duchés proches du Danemark, du nord-est, du nord-ouest de l'Allemagne, Schleswig, Holstein, ainsi que la Basse-Saxe et les régions autour de ce qui est aujourd'hui Kiel, Hambourg ou Bremen. Enfin, ce sont les régions où se trouvaient essentiellement trois grandes populations germaniques. D'abord les Saxons, ensuite les Jutes, dont le Jutland, la principale île du Danemark d'aujourd'hui, a gardé le nom, la terre des Jutes, les Jutland. Et puis, venu un peu plus tard, les Angles, qui ont donné leur nom à la Bretagne, la grande île de Bretagne, qui s'appelait encore Bretagne. Ces invasions se font dès le 2e, 3e siècle, et à ce moment-là, les populations d'origine de la Bretagne, c'est-à-dire les populations celtiques, qui parlaient une langue toute proche du gaulois, du breton, ou d'autres langues celtiques, encore ou mortes comme le gaulois, ou encore moribondes, vivantes, mais malheureusement très compromises comme le breton en France, ou également d'autres langues, elles, un peu moins compromises parce que le gouvernement anglais a eu l'intelligence de leur donner un peu d'ouverture, mais qui sont quand même exposées à une très très violente pression de l'anglais, c'est-à-dire le gallois, l'écossais, et dans un pays maintenant indépendant, également exposé à une pression de l'anglais telle que l'irlandais lui-même, bien que langue officielle à côté de l'anglais, est très très menacée. Un peu plus parlé, puisqu'il y a une langue officielle que le sont le gallois et surtout l'écossais, qui est vraiment en ce moment moribond. Quoi qu'il en soit, toutes ces langues celtiques, les Celtes ont été des populations très puissantes dans les siècles qui ont précédé le début de l'ère chrétienne, mais ensuite ils ont été réduits militairement et ils ont été amenés à se réfugier dans des Finistères. Les Finistères étant des endroits à partir desquels on ne peut plus aller plus loin parce qu'il y a la mer. Les Finistères comme le Finistère breton, le Finistère gallois, les Finistères de l'ouest de l'Irlande. Et tout cela a pour conséquence que la langue germanique des envahisseurs a réduit le celte à une portion congrue, si fortement que dans l'anglais contemporain, les mots d'origine celtique sont extrêmement rares. Bon. Alors, ces Germains, alors qu'ils étaient déjà installés plus ou moins, ont reçu la visite offensive, naturellement, des Vikings. Population très inquiétante, très, très violente, des grands guerriers hirsutes qui faisaient peur aux gens et qui les ont par conséquent très fortement influencés, bien que les Vikings fussent des locuteurs du norrois, ancêtres du norvégien moderne, et c'est-à-dire d'une langue qui était elle-même germanique. Donc ce n'était pas une invasion et une imprégnation linguistique complètement étrangère, c'était celle de langue germanique par une autre langue germanique d'envahisseurs. Là-dessus, il y a trois latinisations dans les premiers siècles après l'ère chrétienne. Et ça va jusqu'à ce qu'on appelle le mur d'Adrien encore maintenant, qui est une frontière de l'avancée romaine. Après, quelques siècles plus tard, on va avoir une nouvelle latinisation par le biais de l'évangélisation de la Bretagne. Et puis la dernière, c'est l'invasion par Guillaume. Guillaume, duc de Normandie, cette fois, c'est une imprégnation par une langue qui est un des ancêtres du français d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'anglo-normand. Et l'anglo-normand, c'est la langue des Normands, c'est-à-dire des descendants des Vikings. Eux aussi, ils avaient terrorisé la monarchie française et Charles le Simple leur avait donné pour se débarrasser à Rollon, leur ancêtre, Rolf en normand, Rollon dans sa forme francisée, il lui avait donné une terre, il lui a dit écoute, va-t'en un peu plus loin à l'ouest, c'est pour se débarrasser de lui, évidemment c'est un petit peu redoutable, va-t'en un peu plus loin à l'ouest, il y a un pays qui produit, qui a des prairies, c'est exactement ce qui était aujourd'hui et ce qui est encore à Normandie, c'était ça, hein, qui a la description que j'en donne, c'est celle que tout le monde connaît, une province riche et agricole, etc., qui produit beaucoup d'herbes parce qu'il pleut souvent, il y a des très belles vaches, il y a du lait, il y a des produits laitiers, je ne sais pas s'ils faisaient du fromage déjà, mais je suppose que oui, pas de raison, il y a des très belles filles, il y a tout ce qu'il faut pour vous, et les Vikings sont donc allés là-bas. Et comme ils étaient des gens qui venaient du Nord, on les appelait Nordmans, et ils sont donc, eux, les créateurs des Normands, et les Normands d'aujourd'hui, de souche normande vraiment, sont les descendants directs des Vikings dans la Normandie d'aujourd'hui. Bon. Ça se passait à la fin du IXe siècle. Ces gens-là, moins de 200 ans plus tard, c'est 1067 l'invasion de la Bretagne par Guillaume et ses troupes, ils vont envahir donc la Grande-Bretagne que revendiquait le duc Guillaume. Ils transplantent donc de façon paradoxale une langue dont ils ne sont usagers que depuis moins de 200 ans. Ce sont les Normands, que le vieux norrois, leur langue maternelle, a été complètement absorbée
elle a disparu. Le duc Guillaume Longue-Épée, ancêtre de Guillaume lui-même, conquérant, envoyait son fils à Bayeux, où il y avait une école norroise, pour apprendre un minimum de norrois, dans celle du norvégien, parce qu'il voyait bien que le franco-normand, une des formes, c'est pas encore le français bien sûr à l'époque, nous sommes au XIe siècle, une des formes de ce qui va devenir le français, était en train de se répandre partout en Normandie, et leur langue scandinave, la langue des Vikings, était en train de disparaître derrière ça. Bon. Ils ont donc, paradoxalement, apporté en Bretagne une langue proto-française, donc une première étape du XIe siècle de ce qui va devenir le français, qui n'était pas à l'origine leur langue. Ils ont adopté. Bon. Alors donc cette troisième latinisation, par le biais du franco-normand ou de l'anglo-normand, va faire de l'anglais une langue qui a un très grand potentiel de mots français, et souvent des mots même plus anciens qui ont été conservés, qui ont gardé leur sens médiéval, alors qu'en français, ce sens a disparu. Par exemple, suite est un mot qui a pris un sens, qui a gardé un sens beaucoup plus précis que le simple mot suite en français. Merci aussi n'a plus qu'un sens de remerciement en français, et qui en anglais a un sens beaucoup plus grand. Il veut dire pitié. À l'origine, c'était ce que ça voulait dire. Sur les champs de bataille, les chevaliers que l'on allait achever disaient merci, merci. Ils ne remerciaient pas, ils demandaient à ne pas être achevés. Donc c'était un sens ancien, le merci bien sûr, qui s'est conservé en anglais. Et de même, un terme comme accolade, en français a un sens très simple d'embrassade officielle, bon, mais en anglais a un sens beaucoup plus répandu, qui est le sens médiéval, de relation, de solidarité, de relation, de lien affectif ou administratif, etc. Bon, beaucoup plus bas, vous ouvrez un dictionnaire anglais, vous verrez les sens médiévaux du franco-normand, perdus en français, paradoxalement, se sont conservés en anglais. Et puis, dans la suite, évidemment, cette langue se développe de plus en plus, et elle devient une langue, chose à travers les siècles allègrement, d'un pays, la Grande-Bretagne, de plus en plus important, de plus en plus puissante. Bon. Un phénomène capital qui a coûté extrêmement cher aux Français et qui a été malheureusement, aujourd'hui je ne sais pas où on en serait s'il n'y avait pas eu ce qu'il y a eu, c'est la défaite des plaines d'Abraham, c'est la banlieue de Québec aujourd'hui, c'est-à-dire que le duc de Montcalm, le marquis de Montcalm, un brillant officier, un officier de génie, est en train de défendre comme il le peut la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, qu'est-ce que c'est? C'est un immense pays que François Ier déjà avait commencé à convoiter. Il avait donné beaucoup d'argent à Jacques Cartier pour aller y faire des incursions, et il avait même recommandé, nous avons des textes à Jacques Cartier, de ne pas être trop cruel avec les Iroquois, les Algonquins, les tribus indiennes, et au contraire de signer des traités de paix avec eux. Et effectivement, à l'époque, le rival le plus important, c'était l'empire de Charles Quint, c'était les Espagnols, c'était contre eux, avec leurs colonies américaines, justement, on est peu après à la découverte de l'Amérique par Colomb, et un peu plus tard, ça va devenir la France, qui va être l'obstacle pour l'Angleterre, parce que cette immense Nouvelle-France, elle s'étend jusqu'à ce qui est aujourd'hui les États du nord-ouest des États-Unis, c'est-à-dire North and South Dakota, Montana, Nebraska, et elle était déjà dans Florida, Alabama, Kentucky, Tennessee, tous ces États qui sont des États américains, c'était la Nouvelle-France. Alors, à partir du moment où Georges III et le second Pitt, William Pitt, son dirigeant de la politique anglaise, commencent à voir dans la France un obstacle considérable, ils le font parce qu'ils sont installés dans ce qu'ils appellent nos colonies atlantiques, qui sont aujourd'hui les États plus petits, les premiers où ils sont installés, de Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, etc., jusqu'au Maine. Et à leur expansion vers l'ouest, ils ne savent pas encore que la Révolution américaine va faire que ce ne sont pas eux, mais les Américains qui vont la faire, se fait d'obstacle la grande Nouvelle-France qui est exactement entre les deux. Donc pour eux, chasser les Français est une question capitale. Le marquis de Montcalm se heurte à de très fortes incursions anglaises. C'est un officier de génie, avec peu de moyens, il les réduit de son mieux, mais à un moment, il n'obtient pas de Louis XV et du marquis de Choiseul, qui ne songeait qu'à s'amuser dans les fous de Versailles, malheureusement, n'obtient pas les renforts militaires qu'il demande. Et il livre donc bataille aux plaines d'Abraham, donc c'est une bataille très célèbre, aux troupes anglaises qu'il avait vues avec effroi débarquer dans la baie du Saint-Laurent avec de gigantesques et innombrables bateaux. On voyait bien que l'Angleterre ne voulait chasser les Français, la Nouvelle-France, ce qu'ils ont malheureusement réussi à faire. Et à ce moment-là, les Anglais emportent la bataille. Montcalm meurt ainsi que le chef anglais dans la bataille. Et ça se passe en 1759. Ensuite, ce sera le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans. Cet épisode américain était un des épisodes de la guerre de 7 ans qui avait aussi des aspects européens, naturellement. Et la Nouvelle-France est entièrement abandonnée à l'Angleterre. Donc, je cite ce phénomène parce qu'il est un des phénomènes où se lie
le début de ce qui va être l'immense expansion de l'anglais, parce que c'est à partir de ça que un pays qui n'est pas encore né, qui va se retourner contre la Grande-Bretagne, bien que d'origine britannique, irlandaise et écossaise et galloise, et qui va devenir les États-Unis, va reprendre en main tout ce que les Anglais ont voulu faire, et s'étend de plus en plus violemment, de plus en plus loin, dans ce qui va être appelé le Far West, et devenir donc le pays le plus puissant du monde. Bon, tout cela s'accompagne naturellement d'une promotion de sa langue, l'anglais, au détriment du français qui avait cette vocation. Et c'est pour ça que l'épisode que je cite, en m'étendant un petit peu longuement peut-être, c'est un épisode qui a servi immensément la diffusion mondiale de l'anglais et qui du coup a desservi le français. C'est absurde de refaire l'histoire avec des si et tout, mais le français aurait pu être aujourd'hui la langue mondiale exactement aussi répandue que l'anglais s'il n'y avait pas eu l'éviction des fêtes militaires. Et en France de l'époque, en France du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution, comme dans la France contemporaine, la majorité de la population s'en foutait. C'était exactement la même chose, malheureusement. Il y avait la même attitude. Bon. Seules les élites voyaient bien que c'était très grave. Voltaire lui-même, vous le savez, a un truc très célèbre, lorsque l'on abandonne toute l'immense Nouvelle-France aux Anglais, il dit qu'il ne faut pas pleurer pour 3 arpents de neige. C'est comme ça qu'il le voit, alors que ça va devenir ce que c'est. Bon. Il pensait surtout à ce qui est aujourd'hui le Québec. Bon. Alors voilà donc une expansion gigantesque à la faveur de ce qui se passe aux États-Unis, dans ce qui va devenir aux États-Unis après la Révolution américaine, avec l'aide française naturellement. Bon, et un peu plus tard, l'industrialisation, plus tard la colonisation, va servir immensément la diffusion mondiale de l'anglais. Aujourd'hui, sa diffusion est encore plus servie par le fait que l'idéologie néolibérale capitaliste des pays anglophones a évidemment pour vecteur l'anglais.